Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion adaptative, planification et élaboration à l'aide du modèle Forceps et de l'outil Dynamic Adaptive Policy Pathway. Marion, faut enlever ton micro, je pense. Donc, mes slides ne se changent pas. Ah, c'est bon. Pardon. Alors, dans un contexte de climat changeant, on a un besoin donc de s'adapter. Couplé à ça, donc les attentes de la société, la gestion forestière doit être adaptative et concertée. Il y a donc besoin de nouveaux outils d'aide à la décision, notamment pour la planification de la gestion forestière. Pour les outils d'aide à la décision, donc dans la thèse d'Alice, il y a donc un travail d'outils d'aide à la gestion qui couple donc le modèle Forceps, une méthode décisionnelle, la théorie de la viabilité. Donc c'est une théorie qui permet de trouver des itinéraires qui respectent des contraintes qui ont été fixées, et une méthode de visualisation, DAPP. Donc pour ce couplage, donc le modèle Forceps et la méthode décisionnelle, il y a eu plusieurs stages, notamment Elisa Afonso qui a parlé la semaine dernière lors du Flash Talk, donc qui ont déjà travaillé sur ce couplage-là. Et donc moi, dans mon stage, on va s'intéresser à la méthode décisionnelle et à la méthode de visualisation. Donc la gestion adaptative doit répondre à de nombreux enjeux, notamment le maintien d'objectifs de gestion, de production, de biodiversité, de carbone et d'état sanitaire. C'est une gestion adaptative qui doit donc être dynamique, avec donc une acceptation de l'incertain et de l'apprentissage. Dans un contexte de gestion adaptative et donc de gestion dynamique, le Dynamic Adaptive Policy Pathway a déjà été développé dans d'autres domaines, tels que la gestion de l'eau, et en écologie, elle a été testée sur la gestion des haies. La gestion des haies, c'est une gestion plutôt courte, et donc on se demande si c'est pertinent pour une gestion un peu plus longue comme la sylviculture. Donc, la dynamique adaptive policy pathway est une méthode qui permet de planifier en répondant à des objectifs qui sont fixés dans un contexte de grande incertitude tel que le changement climatique. Donc, la méthode contient deux grands points. Donc, la voie d'adaptation. Donc, une voie d'adaptation, ce sont toutes ces voies. Donc, ce sont des séquences d'actions. Il y a un autre point, donc c'est le point de basculement. Donc c'est ici, c'est lorsqu'un des objectifs n'est plus maintenu et qu'on doit donc changer d'action. Par exemple, ici, on est à l'action B. Il y a donc ce point de basculement. Ça veut dire que la simulation n'est plus, la trajectoire n'est plus viable et donc il faut changer d'action. Par exemple, aller à l'action A ou l'action C. Donc ces dynamiques adaptives policy pathway, donc DAPP, peuvent être étudiées dans le temps. C'est le cas notamment ici. Et par exemple, ça peut aussi être notamment dans la gestion de l'eau, avec l'élévation du niveau de la mer. Donc nous, on va s'intéresser à un modèle forestier, donc Forceps, en déterminant la prédiction des voies d'adaptation par un modèle forestier Forceps couplé au modèle Rigeli. Donc le modèle forestier Forceps est un gap model donc, qui modélise tous les arbres de la forêt, avec donc des données d'entrée, donc notamment l'inventaire et le site. On a aussi des données d'entrée climatique, donc température hivernale, l'indice de sécheresse par exemple. On a donc trois processus dans Forceps avec le succès d'établissement, la croissance et la mortalité, qui sont donc impactés par des indicateurs internes tels que le stress, la mortalité de fond. Et le processus le plus important, c'est pour la compétition de la lumière avec le LAI. Il y a plusieurs forçages sylvicoles, donc notamment la plantation, où on décide d'une densité et d'une composition d'espèces, et les récoltes, où on décide d'une surface terrière après coupe, on décide de l'année de coupe et de la composition des espèces. Pour ce qui est de la problématique, on peut se demander est-ce que la méthode DAPP est applicable à la planification des itinéraires sylvicoles. L'objectif est de développer un outil d'aide à la décision utilisable dans le cadre de co-construction de la gestion forestière en utilisant le modèle Forceps et l'outil DAPP. Notre hypothèse est que l'outil DAPP peut être applicable à la planification d'itinéraires à condition d'adapter ses composantes aux contraintes écologiques et temporelles de la gestion forestière. Donc, pour ce qui est de la conception des voies d'adaptation qui a été fait pendant le stage, donc, premièrement, on va définir le système. Donc, on utilise le modèle Forceps qui se trouve sur CAPSIS. Donc, nous avons des itinéraires de base.
tous numérotés. Donc, on a l'itinéraire monospécifique régulier, régénération naturelle et plantation, mélangé régulier, régénération naturelle. L'itinéraire mélangé régulier plantation n'a pas été retenu puisqu'il y a un trop grand nombre de combinatoires. Donc, pour réduire ce nombre, on a décidé de retirer cet itinéraire. Puis, nous avons donc les itinéraires irréguliers monospécifiques et mélangés. L'étape 2, donc ça a été l'étape de simulation. Donc tous les 20 ans, on peut avoir un changement d'itinéraire qui est possible. Donc ce qui amène à 327 680 voies d'adaptation possibles. Donc nous avons deux exemples. Le premier exemple, c'est la voie d'adaptation DAPP de base, avec donc de 0 à 200 ans le même itinéraire. Et un autre exemple donc, sur une voie d'adaptation DAPP hybride, donc avec un premier itinéraire de 0 à 100 ans, puis un changement d'itinéraire de 100 à 200 ans. L'étape 3 donc, consiste à l'analyse avec donc, des objectifs de gestion à respecter et des visuels, donc des APP. Donc ici, on a les visuels des deux exemples au-dessus. Donc en violet, nous avons le premier exemple, donc itinéraire de base, donc l'itinéraire 1 sur toute la durée de la simulation. Et pour l'exemple 2, donc pendant 100 ans, on va être sur l'itinéraire 1, puis à partir de 100 ans, on va aller sur l'itinéraire 3, jusqu'à 200 ans. Donc, ces itinéraires silicoles ont été ajoutés à Forceps, ils n'y étaient pas auparavant. Donc, les itinéraires ont tous des chiffres qui leur sont liés, avec donc des actions de gestion. Donc, pour les itinéraires réguliers, donc on a une éclaircie au début de simulation à 5 ans, puis après tous les 10 ans, pardon, et une récolte à 130 ans. Donc, pour ce qui est du monospécifique, c'est 100% de chêne sessile. Et pour les itinéraires mélangés, c'est 60% de chêne sessile, 25% de hêtre et 15% de pin sylvestre. Pour les itinéraires irréguliers, on a des éclaircies tous les 10 ans, avec donc pareil monospécifique et mélangé. Un petit zoom donc, sur les itinéraires. Donc là, ici, c'est le monospécifique régulier. Donc, initialement, j'avais créé donc, des itinéraires de chenille atlantique en cumulant plusieurs fiches techniques de l'ONF et du CNPF. Donc, initialement, c'était ces itinéraires-là. Mais pour les intégrer dans Forceps, nous avons dû donc les simplifier puisque Forceps ne permettait pas de modéliser l'ensemble des actions de gestion. Donc ici, nous avons la combinatoire totale de toutes les voies d'adaptation possibles, donc les 327 680 voies, avec donc ici une spécificité, c'est que toutes les voies d'adaptation commencent forcément par l'itinéraire 1, donc monospécifique régulier, régénération naturelle, et que les scénarios 1 et 2 diffèrent uniquement à 120 et 140 ans, où le scénario 2 est la plantation et le scénario 1 est la régénération naturelle. Donc, pour avoir un peu plus clair, ici, on a un exemple visuel d'un seul itinéraire, une voie d'adaptation. Donc, avec ici le nom de la voie. Donc, pendant 40 ans, on va être sur le premier itinéraire, donc itinéraire 1. Ensuite, de 40 à 100 ans, on va être sur le mélangé régulier, etc. Donc, nous avons des objectifs de gestion avec des seuils à respecter, donc avec 4 contraintes. Donc, notamment un seuil minimum de 3,1 m3 par hectare et par an pour le prélèvement, un seuil minimum de 15 m3 par hectare pour le volume de bois mort, un flux de CO2 supérieur à 1,46 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an, et un taux de mortalité qui ne doit pas être supérieur à 10%. Si un des objectifs n'est pas respecté, alors on va avoir ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, un point de basculement. Donc là, on va se demander à quoi pourrait correspondre nos voies d'adaptation, quel visuel on pourrait en tirer en, en, en validant donc, toutes nos contraintes. Donc en essayant de valider toutes nos contraintes, on se rend compte que nos voies d'adaptation, elles vont ressembler à ça. C'est-à-dire qu'aucune voie d'adaptation ne respecte les objectifs de gestion. Donc on va se demander pourquoi on n'a pas de voie d'adaptation en fait qui respecte. Et donc ici, on a la distribution de toutes les valeurs par pas de temps. Donc, en vert, vous avez les valeurs qui respectent les seuils et en rouge, vous avez les valeurs qui ne respectent pas les seuils. On peut par exemple voir dans prélèvement qu'il y a énormément de valeurs qui ne respectent pas les seuils et donc qui ne rendent pas les simulations viables,
puisque pour une simulation soit viable, il faut que l'entièreté des contraintes soit respectée. Donc, d'un point de vue temporel, ici, on a donc la viabilité de toutes les simulations avec donc les objectifs de gestion juste ici. Et donc ici, nous avons le temps. Et ici, donc, nous avons le nombre de simulations. Quand nous sommes ici, c'est-à-dire que toutes les simulations sont viables, et ici, aucune n'est viable. Donc, par exemple, le prélèvement, donc à ces deux périodes-là, nous n'avons aucune simulation de viable. Pour le carbone, donc ici en vert, à cette période-là, aucune simulation n'est viable. Et pour le volume de bois mort, pendant ces 30 premières années, aucune simulation n'est viable. Nous pouvons voir que le taux de mortalité n'est pas une contrainte très contraignante, puisqu'il y a peu de simulations qui ne respectent pas cette contrainte. Donc, pour solutionner et trouver des simulations qui vont être viables, nous avons décidé de modifier les objectifs de gestion, avec notamment un bois mort qui doit être supérieur à 10 mètres cubes par hectare. Et on vérifie ça seulement à partir de 30 ans pour que la forêt puisse développer son bois mort, puisqu'on initialise sans bois mort. Pour le carbone, il faut donc qu'il soit supérieur à 0 tonnes de CO2 par hectare et par an. Et le prélèvement donc, a été fait en moyenne. Donc, c'est une moyenne sur l'ensemble de la simulation par simulation. Et celui-ci doit être supérieur à 1 mètre cube par hectare et par an. Et le taux de mortalité a été inchangé. Donc, en modifiant ces objectifs de gestion, on se rend compte qu'il y a 76 simulations qui sont viables. Donc, on va voir un petit peu les premiers résultats. Donc, il y a pour l'instant pas encore de visuels DAVP qui ont été créés, mais c'est en perspective. Donc, pour l'instant, je vous montre les premiers graphiques un peu représentant les simulations. Donc, ici, nous avons donc une fréquence d'apparition des itinéraires. Donc, ça a été une analyse sur toutes les périodes de 0 à 200 ans pour seulement les simulations qui sont viables. Donc, ici, on a la fréquence d'apparition et les différents itinéraires. Donc, on peut voir que l'itinéraire mélangé irrégulier est le plus fréquent dans les simulations qui sont viables. Ensuite, nous avons donc l'itinéraire monospécifique régulier, notamment en régénération naturelle, mais cela peut être dû au fait que les simulations commencent toutes par cet itinéraire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi important. On a aussi le mélangé régulier en régénération naturelle qui est plutôt fréquent. Donc, en termes de temporalité, donc ici, nous avons les périodes temporelles de la simulation, donc de 0 à 20 ans jusqu'à 180 et 200 ans, avec les proportions d'itinéraires au sein de la période. Donc, nous pouvons voir que la première période de 0 à 20 ans, il y a 100% de monospécifiques réguliers en régénération naturelle, donc ce qui est concordant avec ce qui a été dit. Puis nous pouvons voir ici que de 20 à 120 ans, on a une augmentation de la fréquence de l'itinéraire mélangé irrégulier et une diminution de l'itinéraire mélangé régulier en régénération naturelle, avec même jusqu'une disparition de 120 en 200 ans de cet itinéraire. Ici, nous avons la présence donc, de l'itinéraire monospécifique régulier en plantation, ce qui est normal puisque c'est seulement à cet endroit-là qu'il apparaît. Ensuite, plus nous avançons donc, dans les périodes, plus nous nous rendons compte que la fréquence, la proportion des itinéraires devient de plus en plus équivalente. Donc, c'est-à-dire qu'on a presque un quart de chaque itinéraire, donc mélangé irrégulier, monospécifique irrégulier, mélangé régulier régénération naturelle et monospécifique régulier en régénération naturelle. Donc pour ce qui est des pistes de travail actuelles, donc comme je vous l'ai dit, le visuel des voies d'adaptation viables sur les nouvelles simulations qui ont été faites. Puis donc il y aura de l'analyse des résultats. Il faudrait donc augmenter le nombre de réplicas, puisque actuellement on a seulement 2 réplicas par simulation, et l'optimum, ça serait quand même d'en avoir au moins 5 pour augmenter la robustesse. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Célia? Ouais, Myriam. Excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. J'ai j'ai des questions de compréhension sur la conception générale. Euh,
D'abord, je suis un peu perturbée par l'enchaînement d'itinéraires, parce que j'ai du mal à me représenter ce que signifie appliquer, changer d'itinéraire tous les 20 ans. Euh, Pourquoi ne pas avoir choisi simplement des actions? Et du coup, comment c'est représenté? J'imagine que on applique un premier itinéraire pendant une certaine période, il y a un point de basculement, on passe à un autre, mais on repart de l'état initial, on reprend pour état initial de la simulation l'état final de la première phase. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire apparition de plantation quand on est dans la tranche d'âge 120 ans? Je ne me représente pas du tout les choses. Et puis alors j'avais une deuxième question, là c'est plus ponctuel, mais les objectifs de gestion, je, je pense que c'est des objectifs qui ont un sens sur un ensemble un grand nombre de parcelles de divers stades. Donc les appliquer à une parcelle qui a un temps T et dans un seul stade, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Alors, je vais déjà répondre à Parce que la... par hectare 3 mètres cubes par hectare et par an, c'est la productivité moyenne de la forêt française. C'est Oui. pas la productivité d'une parcelle donnée au fil du temps. Oui, mais du coup, c'était vraiment pour avoir des objectifs de gestion. On a cherché dans la littérature à trouver des objectifs de gestion, en fait. Et dans la littérature, bah, forcément, on avait en prélèvement, on avait la moyenne française. En volume de bois mort, on avait 15 mètres cubes par hectare. Et donc, bah, forcément, Mm. c'était une forêt déjà qui était plutôt mature. Et nous, c'est une forêt qui est plutôt jeune. L'inventaire de départ, c'est une forêt qui a 20 ans. Donc, Mm. c'était en discussion aussi de faire sur une forêt un peu plus mature. Alors, c'est pas une forêt mature, hein, c'est une forêt équilibrée, c'est-à-dire c'est un ensemble de parcelles qui représentent tous les stades. Du coup, enfin, spontanément, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris un itinéraire, j'aurais pris un itinéraire, enfin, chaque itinéraire, je l'aurais appliqué euh, en régime permanent sur un temps long, et j'aurais regardé ce que signifiait stade par stade un objectif de productivité moyen de 3 mètres cubes par hectare et par an. Bon, ça Myriam, complique, mais oui, c'est Marion. oui. Bonjour Marion. Ça va? Euh, En gros, ce qui on a fait, Célia, elle a pas assez insisté. Est-ce que tu peux couper ton micro parce que je m'entends en écho? Elle n'a pas insisté sur le fait que elle était dans une démarche de développement méthodologique. Et on a Mhm. une étudiante en parallèle qui a présenté la semaine dernière et qui, elle, travaillait à l'échelle du massif, où, bien sûr, je D'accord. suis d'accord Mhm. avec toi, ça a Ouais, plus ouais. de sens de parler de production de bois. Mais alors là, en fait, l'idée de la plantation, c'était de montrer le cheminement méthodologique et donc les essais-erreurs qui avaient été faits. Mais les résultats sur lesquels on a travaillé, enfin, où Célia a montré les graphiques à la fin, c'est bien en Mhm. prenant en compte que c'est sur l'ensemble de la rotation qu'on regarde si on a Mhm. bien 3,1 mètres cubes hectare et par an. Et oui, je suis Mhm. d'accord avec toi, l'étape du dessus, c'est de passer à l'échelle massif. Mais faut Mhm. commencer par régler le problème technico-méthodologique à l'échelle. Enfin, bref, on a décidé de se concentrer sur ça. Et après, à un autre stage ou un autre travail, d'aller sur l'étape d'après, qui est de coupler le travail d'Elisa et celui de Célia. D'accord. Voilà, ça c'était pour répondre. Ça c'était l'un de tes aspects. Et alors en fait, il peut y avoir des confusions entre action et itinéraire dans la manière, dans le vocabulaire, parce qu'on reprend une méthodologie qui est pas appliquée en forêt comme l'a Mhm. présenté Célia. Et donc des fois on fait des raccourcis de Mhm. vocabulaire. Mais en fait, tu fais un itinéraire théorique, c'est ce qui a été présenté et qui est valable sur l'ensemble de la rotation du peuplement sur les 200 ans. Enfin, Mhm. en fait, 200 ans, c'est plus long que la rotation, mais et en fait, c'est constitué d'un ensemble d'actions. Et ce que tu vas aller faire, c'est récupérer l'action qui correspond à l'itinéraire 1 à 100 ans de la simulation, si tu vois ce que Mhm. je veux dire. Voilà. Et tu fais des Mhm. combinaisons comme ça.
Donc c'est une action c'est bien des combinaisons d'actions de gestion qui sont à rapporter à un type d'itinéraire qu'on trouve actuellement dans les schémas de gestion, soit de la chaînée D'accord, continentale, soit de la chaînée atlantique, soit de d'autres documents qui viennent du CNPF. Voilà. d'accord, ouais, C'est je très, je vois suis mieux. d'accord avec toi, c'est pas très satisfaisant, enfin, ça peut ne pas être satisfaisant et frustrant parce qu'on est obligé de caricaturer un peu le truc pour pouvoir lancer la machine, quoi. Hmm. Voilà, donc je laisse Célia répondre aux autres questions. Merci. Valentine? Oui, merci. Ah, du coup, c'est pas bon, ouais, c'est la caméra de travers. Merci, du coup, Célia. Moi, j'ai plein de questions, mais on pourra en parler une autre fois. Euh, un peu technique ou moins technique, mais justement pour continuer sur les questions de Myriam, est-ce que tu peux nous remontrer le schéma où tu montres que tu bascules d'un itinéraire 1 à un itinéraire 2, puis ça continue. Tu avais Mm. un, parce que du coup, j'ai toujours un peu, j'ai le même problème que Myriam, j'ai du mal à comprendre comment, enfin, je voudrais savoir du coup, comment dans la modélisation avec Forceps, comment tu passes de ton itinéraire pur, régulier, au bout de 30, 40 ans ou quoi, à un itinéraire mélangé. Il se passe quoi, du coup, parce que du coup, tu passes du monospécifique au régulier à du mélangé régulier, mais du coup, tu fais quoi comment tu fais pour passer à un mélangé régulier? En restant Et régulier? ben en fait, alors, et ben en fait, ça va être surtout dans les coupes, c'est-à-dire que quand on est dans un itinéraire, par exemple, monospécifique régulier, à la fin, nos coupes, elles sont faites de sorte à ce qu'on ait une surface terraire après coupe, une année de coupe, et donc la composition des espèces. Donc quand on passe d'un itinéraire monospécifique à mélanger, ça va être dans la coupe qu'on va avoir, donc par exemple, 60% de chêne, 15% d'être et 25 de... En fait, du coup, ton Ça, monospécifique, c'est juste pas c'est pas pur, c'est juste une naissance dominante qui peut être à 70%, et avec ton éclaircie, tu peux rééquilibrer le mélange, c'est ça? en gros, non, vraiment, quand on est Non? en itinéraire monospécifique, les coupes, elles sont à 100% de chêne Cécile. Par contre, quand tu veux passer à un itinéraire mélangé, c'est dans les coupes où on va dire, bon, bah, maintenant, on veut 60% de chêne Cécile, etc. Sauf que ça ne se fait pas automatiquement, enfin, ça ne se fait pas tout de suite. C'est vraiment, l'état de la forêt n'est pas changé immédiatement. Bah Ça non. va se faire avec un peu de temps. Mais c'est vraiment dans les coupes qu'on décide bah, que d'un mélangé, enfin d'un monospécifique à mélanger, on va changer juste la composition des essences. Le Toujours pas vraiment, en fait, je suis désolée. Tu coupes, c'est ton mélange. En fait, ce que tu regardes, le mélange spécifique ou mélange, c'est ce que tu vas récolter. Oui, Ok. Donc, c'est ta récolte. Donc, en fait, ton peuplement de départ, en fait, c'est aussi parce que tu nous as pas présenté ton peuplement de départ théorique. C'est en, mon si peuplement de... d'après mes conversations avec euh, Marion, simulé en forêt de Retz ou pas du tout? non, pas du tout. Non, c'était la semaine d'avant, c'est ça. Moi, c'est une forêt de chênes de 20 ans. Mon initialisation, mon inventaire de départ. Et t'as que du chêne dedans. Et j'ai que du chêne Cécile. C'est pour ça que les premiers 20 ans, c'est forcément un itinéraire, le premier itinéraire, donc monospécifique régulier. Chêne Cécile. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ton peuplement devient mélangé? C'est la régénération naturelle, du coup, dans Forceps, mais du coup, Oui, on a une... mais c'est une deuxième strate, du coup, tu passes en irrégulier automatiquement. Si t'as une deuxième strate, si t'as une deuxième cohorte, enfin, si t'as de nouvelles cohortes, du coup, en mélangeant ton peuplement, tu régularises ta structure aussi, si c'est une des apparitions de nouvelles cohortes. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a certaines, enfin, il y a certaines coupes qui ne se sont pas faites, par exemple, dans les... Ici, si on a une récolte, enfin, si on a notre récolte de zéro, c'est parce qu'il y a certaines coupes qui n'ont pas été faites, justement parce qu'on n'a pas atteint une surface terraire assez importante, du fait de la régénération naturelle, etc. Ok.
Valentine, les travaux Ouais. sur l'état du système, enfin sur l'état de la forêt post-intervention n'ont pas encore été faits parce que là, on est à la moitié, enfin peut-être pas la moitié. Ouais, vous êtes en train On de n'est mettre la qu'aux phrase deux se tiers calmer. du stage de Célia et ses premiers résultats, elle les a eus il y a une semaine. Mais bien sûr qu'il va falloir enfin c'est prévu qu'on vérifie si quelle structure a réellement la forêt à chaque pas de temps ou au moins en finale, tu vois. En fait, c'est ça, vous êtes en train de développer le cadre méthodo et de tester, quoi. Du point de vue, C'est ça, et donc là, on a sorti les premiers graphiques, mais dans la liste des choses à faire, il y a regarder l'effet réel des ouais. interventions sur la forêt. Et Mais pour l'instant, Célia n'a pas les résultats pour te répondre, en fait. pour la productivité, faites attention au bucket size. Je sais pas. Bon, bref. Ah, voilà. Bucket size, 100 cm, attention aux simulations. Si ça produit pas beaucoup, c'est peut-être qu'il y a une erreur là-dedans. C'est hyper sensible. Ok, je baisse ma main. Je vais laisser parler les autres parce que sinon. Merci. Merci. Oliver. Oui, donc mon crigo est là. Bah, en fait, voilà, Maestro Valentine, tu as dit le bon mot, c'était ma question. Est-ce que vous prévoyez faire un peu une analyse de sensibilité? Là, tu as changé tes objectifs de gestion, bon, plus ou moins. Donc, première question, c'est que est-ce que une façon de faire, ça sert de varier maintenant les objectifs de gestion un petit peu autour de cette moyenne qui était choisie, juste pour voir à quel point les résultats sont stables ou dépendent des petites variations. Et par contre, après, plus loin, je me suis demandé, bah, les deux modèles Forceps et c'était quoi, Forceps et Régé Lib, euh, Régélib. ils sont certainement aussi pas mal de paramètres pour Régélib. fonctionner. Et est-ce que vous avez prévu de faire aussi un peu une analyse de sensibilité si vous changez les paramètres dans ces modèles, à quel point ça impacte du coup le choix d'itinéraire de votre analyse? Eh bien, on a déjà fait un test de sensibilité sur la régénération avec donc Régélib, donc en Ok. augmentant ou en diminuant la régénération. Et en fait, on l'augmente, enfin, à la base, elle était importante et donc il y avait énormément de régénération, ce qui faisait que bah, ça fonctionnait pas forcément super bien. Donc, on a diminué cette régénération en Régélib. Ok, bon, oui, vous êtes passé d'un à l'autre, mais vous n'avez pas fait tourner votre modèle avec des petites variations des paramètres, en explorant un peu cet espace de paramètres pour voir un peu quel impact ça a finalement, ou coller une sensibilité ou même juste une écart type. Là, le graphique que tu as montré à la fin, le bar plot, Ouais. si vous répétez les analyses, vous pouvez mettre du coup une écart type, une précision sur ces résultats. Parce que là, tu as dit mélange irrégulier, c'est bien plus grande que monospécifique régulier. Bon, on passe de 28 à 26, enfin 26,8 à 28,6. On ne sait pas trop, est-ce que cette différence, elle est vraiment significative ou finalement ça se vaut et c'est pas très bon. Si on varie un tout petit peu les paramètres. Mais bon, après, je me rends pas compte à quel point les simulations ont besoin d'une puissance de calcul qui est énorme et que les répétitions sont compliquées à faire. Mais bon, merci, j'ai déjà eu ma réponse en Si je principe. peux juste venir à votre secours, Oliver, une analyse de sensibilité, il y a quand même beaucoup de paramètres dans Forceps, plus dans Régélib, je sais pas combien il y en a dans Régélib, mais c'est un chapitre de thèse en fait. Rien que, donc je pense que là dans le cadre de, enfin, ce serait super, je suis d'accord avec Oliver, ça serait super intéressant et j'ai pas posé la question parce que je voulais pas vous embêter. Mm. Mais c'est clairement un truc à faire dans un second temps, une fois hors stage, quoi, dans une Mm. thèse ou un truc comme ça. Ça prend vraiment, c'est vraiment un chapitre. Ça prend au moins un chapitre de thèse. Voilà. Peut-être, ouais. Ou peut-être pas un paramètre par paramètre, mais une approche, je sais pas, algorithme cinétique où tu explores juste un tout petit peu l'espace autour. Donc avec un tirage assez aléatoire, ce que tu varies, juste pour en fait avoir un peu une idée de l'impact que ça peut. Mais bon, c'est pas grave. Mais Bah, c'est super intéressant. Bon, c'est clairement en dehors du cadre d'un M2, ça c'est sûr. Je suis d'accord. ce qui est en général, enfin, ce qui est cool, ce qui est bien de faire dans ce cas-là, c'est de faire un truc un peu explorateur dans un premier temps où tu vas varier tous tes paramètres, mais un peu, ouais, one at a time, un Ouais, peu avec un truc où tu détectes les paramètres vraiment influents. Et une fois que tu as détecté tes paramètres influents, tu fais varier ceux-là avec tes scénarios silicoles pour, du coup, pour avoir effectivement cette incertitude sur tes sorties. Mais c'est, voilà, mm, pour l'avoir fait, c'est des sujets de thèse, quoi. mm. Bon voilà, bah Yaka. Enfin, Ok, merci. la question, si tu veux faire quoi, Célia, du coup, l'année prochaine? Oula, je sais pas, je sais pas trop.
Je suis, voilà. C'est un flou total pour l'instant. Jean-Luc, tu as baissé la main, pas de regret. Mm. Non, non, pas de regret. Non, non. Je comprends pas cette histoire de changement d'itinéraire. Donc, comme j'étais pas là au début, je pose pas ma question. Pourquoi on change d'itinéraire, par exemple, sur des périodes très courtes? Bah, c'est vraiment en fait un début genre méthodologique. Donc forcément, le changement d'itinéraire, il va pas être, enfin le changement d'état de la forêt, c'est pas parce qu'en 20 ans tu changes de mélanger enfin de monospécifique à mélanger que la forêt elle va tout de suite être mélangée. C'est vraiment juste un début d'outil. Mais c'est Par sûr exemple, que pourquoi on a une période de 20 ans, je sais pas, on passe de 3 à 5. C'est quoi la rationalité qui est derrière? C'est quelque chose qui existe vraiment? C'est quoi? C'est parce que c'est une contrainte, on peut pas faire autrement, tu veux dire? J'ai pas non, compris. ça en fait c'est une possibilité de d'itinéraire. Ouais. C'est une possibilité d'itinéraire. C'est pas pour ça qu'elle est viable ou que c'est Ouais, mais juste pourquoi il faut des itinéraires qui soient quand même réalistes? Est-ce qu'il est réaliste? Ah bah justement, enfin, par exemple là, si on change de 3 à 5 pour ensuite aller à 2, le changement il va pas se faire en 40 ans. C'est pour ça que pour l'instant c'est juste vraiment un début de méthodo et il y a des scénarios qui vont pas être possibles à faire forcément. Qui sont pas possibles, oui. Mais Donc qui sont pas... pourquoi du coup les tester? Je comprends pas pourquoi tester les scénarios. Est-ce que ce scénario est irréaliste? Enfin, déjà, c'était ma première question, c'est est-ce qu'il est réaliste? Et deuxièmement, s'il n'est pas réaliste, pourquoi le tester? Mais parce qu'on a vraiment essayé de tester toutes les possibilités avec Hmm. des objectifs de gestion pour voir si, avec les objectifs de gestion, ça fonctionnait. Mais après, il y a tout ce qui est est-ce Ah, que c'est que tu es c'est en train de te dire qu'il faut essayer toutes les possibilités pour en voir s'il y en a un qui marche, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça, Ah, exactement. ouais. Ouais, Après, il mais y a enfin, il tout ce faudrait qui est peut-être éliminer celles qui faisabilité. sont pas réalistes, Voilà, quand même. bien sûr, bien sûr. Mais ça sera dans un deuxième cas. Pour Oh, l'instant, c'est vraiment essayer de voir tout ce qui est possible, enfin, tout ce qui est bah, viable t'aurais peut-être avec les pu. contraintes. Pourquoi ne pas mettre un filtre dès le départ en filtrant intelligemment ce qui est irréaliste, quoi? Je sais pas. Pourquoi perdre du temps à tester des scénarios irréalistes? Qu'est-ce que tu entends par irréaliste? Bah, je sais Il faut pas, que tu il définisses faut qu'on ce que m'explique toi tu pourquoi entends le par forestier pourrait passer irréaliste. de mélanger régulier à monospécifique irrégulier pendant 20 ans, puis à plantation, enfin, tu vois. Et donc c'était ma question initiale, c'est est-ce que ce scénario qu'on voit là est réaliste réellement pour un forestier? En gros, 20 ans, c'est le temps d'un aménagement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 20 ans. Et Ouais, en gros, c'est est-ce que tu te places dans un itinéraire irrégulier, régulier, monospécifique ou mélangé? Et pendant 20 ans, tu fais les actions de gestion associées à cet itinéraire-là, puis tu te reposes la question à la fin de ton aménagement, est-ce que ouais, je recontinue sur un régulier ou est-ce que je fais une conversion? C'est ça, en gros, l'idée qui est derrière. ok, ah ouais, Et je voyais donc la difficulté. c'est pas random. Les 20 ans, c'est vraiment Ok, un temps d'aménagement assez classique. Alors après, je peux me tromper, mais les 20 ans, d'accord, ouais, ok, mais par contre, le passage d'un état à un autre, celui-là, il est aussi réfléchi, c'est-à-dire que vous le faites aléatoirement. bah, c'est fait de. En fait, l'idée, c'est de n'évaluer que les itinéraires, les combinaisons d'itinéraires Ouais, qui permettent de répondre à tes objectifs de gestion. Donc les quatre qu'a présenté Célia dans ce cas-là. Et après, tu regardes si c'est faisable ou non concrètement. Ça peut être économiquement, ça peut mm, être en termes de pratique sylvicole. Mais d'accord. l'idée, c'est que pour l'instant, le modèle qu'on utilise, il n'intègre pas ces processus. Il n'a pas de processus économique. Donc, on ne contraint pas l'évolution de notre modèle qui représente la forêt par des contraintes qui ne sont pas modélisées par le modèle. Donc, c'est de l'analyse a posteriori. Et Ok, comme là, Célia, elle a fait que ses premiers résultats, elle peut pas avoir cette expertise sur ses sorties parce qu'on n'a pas encore regardé l'état. On a déjà d'accord, mais regardé la combinaison des itinéraires, est-ce qu'il y en avait qui étaient plus présents ou non. Donc, plus centré sur une analyse gestion, ça c'est les deux derniers histogrammes. Et Mais qui pour, répondent tu dis, donc finalement, actuellement, la contrainte, c'est que ça doit répondre à tes objectifs de gestion, tu as dit. oui. Et,
Et du coup, c'est les objectifs de gestion à quel terme à quel ça doit répondre? C'est au bout de 200 ans ou c'est de 20 ans en 20 ans ou c'est quoi? En gros, les contraintes, elles sont faites toutes les 10 ans. Ouais. Tous les 10 ans, donc Donc on revient à la question initiale, pourquoi ça changerait si rapidement tous les 10 ans? Enfin, bah, parce parce que qu'il y a l'agriculture des est quand actions. même pas si peu conservative que ça. La sylviculture actuelle est quand même nettement plus conservative que tout ça. Oui, mais en gros, enfin, c'est fait tous les 10 ans parce qu'après, il y a des coupes, il y a des actions de gestion qui sont faites. Mm. Donc, c'est vraiment genre, le minimum. C'est Ouais. des objectifs Non, qu'on a mais excuse-moi, déterminés. ouais, je comprends pas. C'est pas grave. Comme tu es en face, je pourrais te demander. Merci. On va pas embêter tout le monde avec ces questions. Myriam? Oui, je me disais que ce serait intéressant et que ça devait être possible, mais je me trompe peut-être, de faire des statistiques sur l'objectif qui conduit à abandonner un itinéraire pour chacun des itinéraires. Quand, par exemple, quand sur le graphique, les histogrammes qui représentent le nombre de fois où un itinéraire est choisi, Oui. euh, voilà, celui-là. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de calculer en parallèle ce qui fait on a abandonné l'itinéraire en question? Par exemple, monospécifique Oui. et régénération naturelle, qu'est-ce qui fait en général qu'on va le quitter? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas atteint l'objectif de production? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas atteint l'objectif carbone, etc. Ok. Ça, c'est possible, Myriam. Là, on s'est concentré, on va se concentrer sur le stage de Célia sur ce qui est viable, donc ce qui remplit les objectifs. Mais la manière dont est construit la méthode que Célia elle est en train de créer avec Alice, ça nous permet d'avoir accès aux simulations qui n'ont pas fonctionné et donc d'avoir cette expertise-là, a posteriori. Donc c'est possible. C'est juste, pour l'instant, on n'était pas parti sur ça pour Célia, mais c'est dans un second temps, c'est possible. Ok, merci. Et moi, je trouve ça même très pertinent. J'étais pas encore à mon cheminement arrivé jusque-là, mais ça serait super intéressant. Ok, merci. Je propose qu'on en reste là s'il n'y a plus de questions. Merci Célia et Marie. Merci à vous. Bon après-midi. Oui, merci beaucoup. Merci, bon après. Merci, À la bye. suite. Et à demain. Oui, merci. Merci.